Bienvenue dans Au-delà du mur. Je suis Hugo Cabral et aujourd'hui c'est un épisode un peu différent. J'ai pas d'invité, aucun thème imposé par moi. Cet épisode, c'est vous qui l'avez écrit. Il y a quelques semaines, j'ai ouvert les commentaires sur Instagram et je vous ai posé une question simple. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir sur la course à pied et que vous n'avez jamais osé demander? En une semaine, vous avez été 20 à jouer le jeu. 20 questions sur l'entraînement, les blessures, la nutrition, le mental, la vie de coureur. J'ai tout lu. Et j'en ai retenu 13. Pourquoi 13 et pas 20? Certaines questions se recoupaient. Je les ai fusionnées pour vous donner une réponse complète plutôt que 2 réponses à moitié. Et d'autres méritent un épisode entier à elles seules. Je les garde pour la suite. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est des réponses honnêtes. Là où la science parle, je cite la science. Là où c'est mon expérience personnelle, je le dis clairement. Et là où je sais pas, je le dis aussi. Allez, on y va. Vous avez demandé, je réponds. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Voici les questions qui étaient fusionnées et pourquoi. Alex Kurfer a demandé quel est le meilleur moyen de gérer les coups de blues pendant un ultramarathon. Et Caro Ruch a demandé quelle est l'importance de la préparation mentale dans la performance en longue distance. Ces 2 questions, elles parlent de la même chose. Le mental quand le corps il va arrêter. J'ai choisi de les traiter ensemble pour avoir une réponse plus complète. Science, stratégie, expérience. Les autres, c'est celle de Panamé01 qui a demandé quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite débuter la course à pied, et Stanella8 a demandé quels objectifs se fixer quand on aimerait débuter. Le conseil et l'objectif sont indissociables pour un débutant. Les traiter séparément aurait donné 2 demi-réponses. J'ai donc fusionné vos 2 questions pour construire quelque chose d'utile, du premier pas jusqu'au premier objectif. Sarah H. Guérin a demandé « Comment structurez-vous votre préparation physique et mentale avant une compétition importante ?» Cette question est traitée en partie dans le bloc entraînement, tapering, et en partie dans le bloc mental. Elle apparaît pas comme une entrée séparée, mais elle irrigue plusieurs réponses. La question de Nila Valère, merci beaucoup d'ailleurs, sur la préparation d'une course de nuit, c'est une question que j'aurais adoré traiter ici, mais elle mérite un épisode dédié. Je la garde précieusement, surtout que ça sera extrêmement utile pour moi aussi, parce que je vais participer cette année à la Saint-Élion, format 82 km. Donc, j'aurai l'occasion de potasser un peu là-dessus et je te partagerai tous les conseils, Nina. J'espère que ça t'ira comme ça. Avant de débuter, je profite de faire le petit appel à l'action. Pensez à vous abonner au podcast Au-delà du mur sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Et si cet épisode vous aide, une note 5 étoiles, ça compte vraiment beaucoup. Et pour pas louper les prochains concours, je vous invite à vous abonner sur mon compte Instagram podcast Au-delà du mur. C'est parti, on attaque. On attaque le bloc 1 de l'entraînement. La question de Swiss Family Van est « Faudrait-il courir tous les jours pour éviter les blessures ?» Mets le repos dans tout ça. Alors, en termes de science déjà, la littérature scientifique, elle est claire. Le repos fait partie de l'entraînement. En termes de surcharge progressive, on entend souvent qu'il ne faudrait pas augmenter son entraînement de plus de 10% par semaine. Ça, c'est un des facteurs de prévention de blessures les mieux documentés chez le coureur amateur. Les blessures de surutilisation, comme les tendinopathies, fractures de stress, sont directement corrélées à une augmentation trop rapide du volume ou de l'intensité sans une récupération suffisante. Dans les faits, j'ai proposé un épisode avec Blaise Dubois en début d'année où justement on abordait cette notion des 10%. Et c'est important d'avoir la nuance à l'esprit que les 10%, c'est pas la même chose si on débute la course à pied ou si on vient de blessure.
Prenons quelqu'un qui a l'habitude de courir 100 km par semaine. Si vous partez de zéro et puis que vous augmentez de 10% votre volume d'entraînement chaque semaine, il va vous falloir des siècles pour atteindre à nouveau votre volume d'avant la blessure. Par contre, pour quelqu'un qui débute la course à pied, ça fonctionne assez bien de pas augmenter de plus de 10% chaque semaine. Le conseil que je te donne par rapport à ta question, Swiss Family Van, c'est de planifier au moins 1 à 2 jours de repos complet par semaine. Et dans les jours de repos, je distingue le repos actif qui consiste potentiellement à faire une partie de ton trajet domicile-travail, voire l'intégralité à pied, et des exercices de mobilité, ou ce que j'adore aussi, c'est le repos passif avec les replays de Top Chef ou de koh Lanta. C'est la saison. Et si une des raisons qui t'oblige à t'arrêter quelques jours, si la douleur elle persiste plus de 48 heures après une sortie, c'est un signal d'alarme. Je suis pas médecin, mais si tu ressens une douleur qui n'est pas habituelle, n'hésite pas à aller consulter. On passe à la deuxième question, celle de Jenny Zurki. Comment planifies-tu ta semaine entre les runs, le renfort, les étirements? Quelle serait la meilleure manière de s'entraîner pour éviter au max les blessures? Ce que dit la science. La science, elle dit que les études sur la prévention des blessures, elles identifient le renforcement musculaire, les ischio-jambiers, les fessiers, les stabilisateurs de cheville comme un des leviers les plus efficaces. Une revue publiée dans le British Journal of Sports Medicine montre que les programmes de renforcement réduisent le risque de blessure de près de 50% et les blessures de surutilisation dans des proportions similaires. J'ai une expérience très concrète à partager avec toi à ce sujet. En 2025, j'ai réalisé l'intégralité de mon programme d'entraînement seul. Et un des interdits que je m'étais fixé, c'était celui de me blesser. Comment est-ce que j'avais réussi à contourner ou en tout cas à éloigner un maximum les blessures de mon volume d'entraînement et de mon programme d'entraînement? C'est bien évidemment en ajoutant des exercices de renforcement. Ce que je faisais, c'est que je voulais pas et je pouvais pas me permettre de rajouter des séances d'entraînement supplémentaires. Donc, ce que je faisais, c'est que j'ajoutais des exercices de renforcement quasiment exclusivement au poids du corps après les entraînements, les sorties en endurance fondamentale. Comme ça, il me restait quand même un peu de jus. Je les mettais jamais. Après les séances d'intervalle, j'étais déjà suffisamment fatigué. Et de temps à autre, je dirais 2 fois par mois, ça dépendait des mois, j'allais quand même en salle pour effectuer des exercices un peu plus spécifiques. Mais le fait de pouvoir réaliser les exercices de renfort directement après ta séance d'entraînement, de course à pied, ça te permet déjà de le faire à la maison, donc de limiter, entre guillemets, la durée de ton absence. Si tu réalises des exercices de renforcement statiques, c'est après l'effort, pas avant. Et le gainage des chevilles, comme je le disais, 2 fois par semaine, ça suffit déjà pour sentir une différence. On passe à la troisième question de Cynthia Contomanolis. Quel est le levier principal à travailler pour réussir son premier semi sans exploser après le 15e kilomètre? D'après la science, l'explosion en fin de semi-marathon est presque toujours liée à une allure de départ trop élevée et une gestion énergétique insuffisante. La recherche sur le pacing en endurance, elle montre de façon constante que les coureurs qui adoptent une stratégie d'allure négative, c'est-à-dire où vous démarrez plus lentement que votre allure cible, obtiennent de meilleurs résultats et souffrent moins en fin de course. Mon expérience professionnelle, j'en ai 2. La première, c'était en 2021. J'ai couru un semi-marathon avec des amis qui me servaient de pacer et on avait opté pour la stratégie de la même allure pendant toute la durée du semi-marathon. Si la première partie, les 10-12 premiers kilomètres, je trouvais que c'était assez facile, à partir du 12e, j'ai quand même dû aller, entre guillemets, un peu me faire violence et un peu me faire mal pour réussir à tenir cette allure jusqu'à la fin. Et à la fin, c'est clairement la tête et les encouragements des amis qui m'ont permis de tenir cette allure. La seconde stratégie, qui n'était pas vraiment une stratégie, c'était juste, je suis allé comme un petit débutant, c'était en 2025 au semi-marathon de Zurich. Je venais de courir les 10 km de Payerne, j'avais battu mon record sur 10 km et
sur les 10 premiers kilomètres du semi-marathon, je crois que j'étais à 19 secondes plus lent que mon allure du record du 10 km. Sauf que je courais un semi-marathon. T'imagines bien où je veux en venir. Je savais dès le départ que j'allais trop vite. Je savais quand j'ai vu le timing où j'en étais au 10e kilomètre que j'étais beaucoup trop rapide. Mais j'ai quand même continué. Ça n'a pas manqué, la réalité, elle m'a frappé hyper violemment à partir du 12e kilomètre où forcément sur le retour, ça commençait déjà un peu à monter. Et franchement, de 12 km jusqu'à 21, je vous garantis que c'est pas facile si vous avez déjà commencé à taper dans les réserves avant. Ça a été extrêmement difficile. J'ai dû me faire violence, j'ai voulu abandonner un nombre incalculable de fois. Je pensais même que j'étais en train de marcher au 19e kilomètre. Ça a été les 2 kilomètres les plus longs de toute ma vie. Ça a été un positive split dans toute sa splendeur. Une gestion de course juste catastrophique. J'ai été totalement victime de ma course. J'ai battu mon record parce que c'était ce que j'étais allé chercher, mais d'une 30aine de secondes uniquement. C'est assez lamentable quand on se rend compte de ce qu'il y avait à faire si j'étais parti sur une stratégie un peu plus, je dirais, sage. La seule stratégie que j'ai pas encore tentée, je dirais, c'est celle de partir peut-être un peu plus lentement au départ et d'accélérer sur la fin, mais le fait d'avoir vécu systématiquement une seconde partie de course difficile, je me dis que ça sera pas forcément plus simple de courir plus vite une seconde partie alors que j'ai débuté le début de la course à une allure qui était plus faible. Mais ça se tente. Pourquoi pas, un jour. Ce qui me manquait, je pense, dans cette seconde préparation, en tout cas semi-marathon 2025, c'était de réaliser des sorties longues. Et dans ces sorties longues, d'ajouter des portions, des segments où j'aurais couru à l'allure cible. Sous fatigue donc. Histoire d'habituer mon corps à fournir un effort intense malgré la fatigue. Ça, je dirais, c'est ce que je pense qui m'a manqué le plus dans cette préparation semi-marathon. Et pour le second point qui concerne la gestion énergétique insuffisante, je te recommande vivement de tester les ravitaillements en glucides dès les premières sorties longues à l'entraînement. Et surtout, si tu as prévu de t'inscrire pour une course spécifique, de te renseigner sur le ravitaillement qui sera proposé le jour de la course et de déjà le tester à l'entraînement, histoire de t'assurer que tu vas bien le digérer le jour J. La 4e question, elle vient de Clément Laine. Quand placer sa dernière sortie longue avant un ultra trail? D'après la science, le tapering, c'est un des concepts les mieux documentés en sciences du sport. Pour un ultra trail, les recommandations, elles convergent vers une dernière sortie longue placée 3 semaines avant la course, avec une réduction progressive du volume de 40 à 60%, tout en maintenant les intensités. Une revue publiée dans Sport Medicine confirme que cette fenêtre optimise la récupération musculaire et les stocks de glycogène sans perte des adaptations physiologiques. Dans la pratique, mon cher Clément Laine, je n'ai jamais couru d'ultra trail et je me sens pas légitime de répondre davantage à cette question. Mais je lance ici un appel à mes amis qui pratiquent l'ultra. Peut-être que vous aurez très certainement des conseils à partager, que ce soit en commentaire sur Instagram ou directement en dessous de cet épisode. Merci à vous d'avance. On passe maintenant au bloc numéro 2, celui sur le mental. La 5e question, c'est une question d'Alex Koffer. Quel est le meilleur moyen de gérer les coups de blues? Dans ce bloc, il y a 2 questions fusionnées. Il y a celle d'Alex Koffer, quel est le meilleur moyen de gérer les coups de blues pendant un ultramarathon? Et celle de Caro Ruch, quelle est l'importance de la préparation mentale dans la performance en course à pied, notamment lors des compétitions de longue distance? D'après la science, les recherches en physiologie du sport identifient plusieurs stratégies cognitives efficaces
face aux crises en ultra-endurance. La fragmentation de l'objectif, se concentrer par exemple sur le prochain ravitaillement, le self-talk positif, structuré, phrases courtes et actives, et la dissociation, diriger l'attention vers l'environnement extérieur plutôt que vers la douleur, ça fonctionne. Une revue publiée dans le Journal of Applied Sports Psychology montre que les ultra-trailers qui utilisent des stratégies d'acceptation de l'inconfort gèrent significativement mieux les baisses de régime que ceux qui tentent de les ignorer. J'ai jamais vraiment réalisé d'ultra. J'ai couru le Villars Ultrax. C'était, je crois, en 2021. Il s'avère que c'était un 44 km, donc je pourrais presque dire que c'est un ultra, allez, un baby ultra. Et c'est dingue à quel point je me retrouve dans ce que la science, elle dit, notamment en termes de fragmentation de l'objectif. Quand j'étais sur mon parcours, après 5 heures, ma montre de sport m'a lâché, donc je savais plus quel était mon chrono. J'avais mon téléphone, mais j'avais plus forcément cette lucidité pour effectuer la soustraction de l'heure en cours par rapport à l'heure à laquelle j'étais parti. Donc j'avais plus forcément cette notion du temps. Et puis également, je me suis très rapidement retrouvé à court en termes de ravitaillement. Je suis parti comme si j'étais avec ma petite flasque minuscule, comme si je partais pour un entraînement, alors qu'en fait, l'idée c'était quand même d'avoir suffisamment de liquide pour pouvoir tenir d'un ravitaillement à l'autre. Et surtout de consommer le liquide en sachant qu'il fallait que je tienne jusqu'au prochain ravitaillement. Ça a été géré de manière lamentable. Mais c'est plus pour la pause du contexte. Durant cette course, j'ai vécu de nombreuses crises où j'ai voulu abandonner. Ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment donné, par exemple, j'ai appelé mon frère, parce que voilà, il y avait du réseau, j'étais en pleine montagne. C'était un peu avant midi, je crois. J'avais appelé mon frère et puis il me répond avec la vidéo. Et puis il était au centre commercial avec mes 2 nièces. Donc j'ai eu une discussion à quelques dizaines de kilomètres de distance où moi ça faisait déjà 6 heures que j'étais en train de crapahuter dans la montagne et où mon frère et mes nièces menaient leur vie la plus normale qui soit, en train de réaliser leurs courses pour préparer le dîner. Donc ça m'a énormément aidé. Sur le moment, j'appelais mon frère pour dire à quelqu'un que j'allais abandonner. Je me suis dit, j'appelle quelqu'un, je lui dis j'en ai marre, j'abandonne. Et en fait, j'ai été surpris de voir mes nièces directement sur la vidéo et le fait de les voir, de discuter un peu avec elles, ça m'a totalement fait abandonner, en tout cas pour ce moment-là, la volonté d'abandonner. Et quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé, c'était de me dire, je vais jusqu'au prochain ravitaillement et ensuite je vais leur dire, j'abandonne, j'en ai marre. Et à chaque fois que j'arrivais au nouveau ravitaillement, je râlais, je me disais j'en avais marre, etc. Et puis en fait, je mangeais un truc et puis je finissais machinalement par repartir. À quelque part, je m'étais mis dans la tête que j'étais là, c'est moi qui avais décidé d'être là. Il y avait ma famille qui m'attendait en plus à l'arrivée. Ça faisait déjà des heures que j'aurais dû arriver parce que je leur avais dit que je ferais environ 6 heures pour terminer le parcours. Donc ce marathon de trail de 44 km et 3000 mètres de dénivelé positif. Extrêmement ambitieux. Le meilleur, je crois qu'il a fait un peu moins de 7 heures. J'ai fait quasiment 10 heures pour arriver à l'arrivée. Donc ça faisait un moment que ma famille, mes amis m'attendaient. Donc j'avais quand même aussi un objectif, quelque chose qui m'attirait et qui m'obligeait à quand même persévérer. Parce qu'en plus, c'était la première fois que j'étais à l'arrivée d'une course où il y avait mon fils. Donc, je pense que tous ces éléments-là, mis bout à bout, m'ont progressivement encouragé à avancer. Et puis, j'y suis allé étape par étape. Et dans le cadre des interviews que j'ai réalisées, notamment avec Mathieu Clément, salut Mathieu si tu écoutes cet épisode, c'est que lui, il me racontait qu'il avait aussi cette habitude de décomposer la course en plusieurs étapes. Systématiquement, dès le moment où ça commence à devenir difficile, de décomposer en plusieurs étapes jusqu'au prochain ravitaillement, etc., de vivre chaque étape et d'accepter ce qui arrivait, et puis de se concentrer sur toi, et puis de ne pas lâcher. Un autre exemple que j'ai en tête, qui me revient en tête, c'est l'exemple de Nicolas Clos, où lui il me disait qu'il avait des mantras, des phrases positives qui se citent et qui se récitaient en boucle dans les moments difficiles. Donc tout ça, tous ces conseils-là, je pense que à une certaine échelle, ils peuvent vous aider.
Comment être certain qu'il fonctionne? Je pense que le moyen le plus efficace, c'est de se mettre en difficulté déjà à l'entraînement et déjà de se confronter à ces mantras, à ces fragmentations de l'objectif, parce que découvrir ce genre de choses-là le jour de la course, c'est un peu hasardeux et des fois, ça peut nous pousser aussi à l'abandon parce qu'on ne sait pas forcément comment réagir. On attaque maintenant le bloc numéro 3, consacré à la nutrition avec une question de Lorenza 1630. Existe-t-il des alternatives au gel pendant une course longue type marathon? Une recette qu'on pourrait préparer la veille? D'après la science, la nutrition sportive recommande d'apporter entre 60 et 80 grammes de glucides par heure sur les efforts supérieurs à 90 minutes. Une étude de l'Appalachian State University a démontré que les bananes produisent des effets similaires aux boissons isotoniques sur les performances d'endurance. D'autres aliments validés en contexte réel par les ultra-trailers, des energy balls à base de dattes, purée de patates douces légèrement salées, des gâteaux de sport maison. La règle d'or, ne jamais tester un aliment pour la première fois en compétition. Je sais, je le dis souvent, mais on le répétera jamais assez. Je suis pas un immense fan des gels. J'aime pas trop le goût que ça a. D'ailleurs, ça a pas énormément de goût. Mais c'est vrai que ça fait le job. En vrai, ça ferait quand même le job. Et puis, quand on n'a pas trop de temps pour préparer quelque chose la veille, ou qu'on n'a pas forcément envie, on sait pas comment s'y prendre, c'est vrai que les gels, ça fait le job. On les glisse dans la pochette, dans la ceinture par exemple, ou le gilet, et on est prêt pour la course. Si tu as envie de préparer des choses la veille, ça existe justement ces fameuses energy balls à base de dattes. Donc tu prends des morceaux de dattes, tu les écrabouilles, tu peux mettre des noix de cajou à l'intérieur, des choses que t'aimes bien, afin d'avoir un goût en bouche qui te fasse plaisir. Par contre, je te recommande fortement de tester ces éléments-là et ces fameux energy balls, par exemple, avant le jour de la course, en condition d'entraînement, sortie longue, etc. Parce que je suis pas persuadé qu'après 1 heure, 1h30, voire au-delà, on soit encore autant content de devoir mâchouiller quelque chose d'un peu dur ou chewing-gommeux. Après, c'est assez personnel. Je sais qu'il existe des purées hyper bonnes et j'ai absolument aucun contrat avec eux. D'ailleurs, s'ils sont intéressés, je serais ravi d'en parler. Mais je sais que la marque Baou Organique, c'est une boîte qui est basée à Annecy, en France. Ils proposent des compotes et des barres céréales, par exemple, qui sont juste délicieuses. J'adore ces compotes. Elles ont des goûts de dingue, genre fraises, basilic ou abricot, je sais plus trop quoi. Mais enfin, à chaque fois que je prends une de ces gourdes avec de la compote, je suis vraiment trop content de la déboucher parce que je sais que ça va être un pur plaisir au niveau de mon palais. Je te propose une recette d'Energy Balls que tu pourrais préparer la veille, notamment avec les dates un peu plus structurées que ce que je te disais avant. Pour ça, tu as besoin de 200 g de dattes dénoyautées, 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 2 cuillères à soupe de beurre et une pincée de sel. Tu mixes le tout, tu formes des boules, tu passes au frigo. 2 à 3 boules par heure par course. À tester, forcément, pendant une sortie longue, histoire de voir si tu vas effectivement déjà, bien mâcher et bien tolérer ces fameux Energy Balls et surtout si ça va te plaire. Ce qui fonctionne bien évidemment, c'est les bananes en morceaux dans un petit sac. C'est simple, efficace et bien toléré. Et attention au niveau de maturation de la banane, une banane qui est verte, elle va pas avoir le même temps de digestion et l'assimilation ne sera pas la même qu'une banane qui est bien mûre. Plus elle est mûre, plus l'énergie sera disponible rapidement. Et si tu en as le courage, une purée de patates douces avec un peu de sel dans une poche à gel rechargeable, ça peut faire le job. Mais de nouveau, ça c'est si tu as le temps, si tu as envie de cuisiner la veille d'une course. Je sais d'ailleurs que la fameuse marque de compote dont je parlais il y a pas longtemps, je crois qu'ils ont un truc à la patate douce et il me semble que c'était une tuerie aussi. La question suivante, c'est celle de Sissi 687. Comment bien gérer le ou les derniers repas d'avant-compétition? J'ai du mal à savoir ce qui est le plus adapté pour être en forme le jour de la course. D'après la science, il y a 3 principes qui sont issus de la recherche en nutrition sportive. Il faut favoriser les glucides à index glycémique modéré, comme le riz, les pâtes, le pain complet, pour maximiser les réserves de glycogène sans
le pic d'insuline. Il faut limiter les fibres, les graisses et les protéines en grande quantité. Elles ralentissent la vidange gastrique, elles peuvent te causer des troubles à l'effort. C'est important aussi de respecter le timing, le dernier repas solide 3 à 4 heures avant le départ, avec éventuellement une petite collation glucidique 60 minutes avant. Je suis quelqu'un qui est un peu stressé des fois à chaque départ de la course parce que j'ai tendance à me faire embobiner l'esprit par toutes ces personnes qui courent dans tous les sens, qui sont en train de faire des échauffements de 1 heure avant la course, alors que moi, mes échauffements, c'est allez, grand max 5, 7 minutes, allez, 10 minutes si je fais vraiment bien. Donc, le jour de la course, je suis pas hyper bien, j'ai pas forcément faim pour manger. Par contre, il y a des choses qui fonctionnent très très bien. C'est un œuf à la coque, j'adore ça, j'en mange d'ailleurs quasiment tous les jours. De la compote, j'aime bien la compote de pommes ou de poires. Avant la course, je sais que ça passe très très bien. Un petit café, rien d'extraordinaire, peu importe, je dirais, la durée de l'effort que j'ai prévu. Je sais qu'avec cette base-là, et en ayant mangé 3 à 4 heures avant le départ, je sais qu'au départ, et que pendant les 30, 45 première minute d'une course, si elle est longue, ou alors les 15 à 30 minutes si c'est un effort intense mais de courte durée, je sais que j'aurai aucun souci d'énergie. On a proposé un épisode sur le carboloading avec Mikey Kruzman. Il est sur mon catalogue de podcasts si jamais ça t'intéresse de pousser plus loin à ce sujet-là. Mais en substance, ce que je te propose, c'est pour la veille d'une course, c'est de manger des glucides en quantité normale, pas de surcharge de pâtes, oublie la pasta partie avec 3 kilos de fromage. Les excès, ils alourdissent l'estomac. Le matin du jour J, du riz blanc ou du pain blanc avec quelque chose de familier et facile à digérer. Et surtout, la règle d'or, ne jamais manger quelque chose de nouveau le matin de la course. Je me répète, mais je le dirai aussi longtemps que je saurai qu'il y a des gens qui le font. L'hydratation régulière la veille, pas de surconsommation d'eau le matin. Moi, perso, je préfère boire, écouter ma sensation de soif. Le jour de la course, je vais peut-être anticiper un petit peu sans pour autant me forcer à boire une gorgée tous les quarts d'heure. Parce que j'ai quand même envie de me sentir bien et puis pas d'avoir l'impression d'être un ballon de baudruche gonflé à la flotte qui est en train de courir. On passe maintenant au bloc 4, blessures et prévention, avec une question d'Elphenix77 Bypass and Run. Lors d'une sortie, je me suis blessé aux 2 tendons d'Achille. Pas de cloque, mais j'ai l'impression que c'est sous la peau. Qu'ai-je fait de faux? Même marcher est douloureux. Disclaimer avant de répondre à ta question. C'est une réponse informative. Une douleur aux 2 tendons d'Achille rendant la marche douloureuse nécessite une consultation médicale. J'espère d'ailleurs que si la douleur persiste et qu'elle a persisté, t'as consulté le médecin. Et surtout, que tu vas mieux. D'après la science, la tendinopathie achilléenne, elle touche jusqu'à 50% des coureurs d'endurance au cours de leur carrière. Les causes les plus fréquentes, ça peut être une augmentation trop rapide du volume, une surface inadéquate, des mollets insuffisamment renforcés ou une reprise trop rapide après une pause. Le repos complet prolongé n'est pas la meilleure solution. Une méta-analyse publiée sur PubMed en 2020 montre que les exercices de charge progressive, notamment les descentes de talons excentriques, sont supérieurs au repos passif dès 3 mois de suivi. Personnellement, je suis chanceux, j'ai jamais été confronté à ce genre de douleur-là. Donc, je dirais, les conseils que je peux te donner à ce niveau-là, c'est de consulter un spécialiste qui va pouvoir t'orienter vers la bonne prise en charge et puis le bon traitement. Définir des exercices de référence, comme par exemple la descente de talons excentriques sur une marche. Et surtout, avant de recommencer la course à pied, peut-être attendre que tu puisses marcher 1 heure sans avoir mal. Mais ça, de nouveau, à valider avec le spécialiste, la spécialiste qui va te prendre en charge. Mais ce que tu peux faire déjà dans un premier temps, c'est peut-être identifier la cause, essayer en tout cas d'identifier les pistes probables de la cause de tes tourments,
comme potentiellement l'augmentation d'un volume trop rapide, un nouveau parcours, des chaussures usées. Je pense que si tu formules quelques hypothèses, tu devrais déjà, entre guillemets, réussir petit à petit à cibler la cause racine, sans forcément encore avoir trouvé le traitement qui là te sera dispensé par un spécialiste. La question suivante, Julie Parchet, 83. Quels exercices pour entraîner les chevilles pour éviter de les tordre en trail? Je vais commencer par un truc hyper marrant, ou pas. Je me rappelle pas d'une sortie, d'une course, d'un entraînement où je me suis pas tordu la cheville en faisant du trail. Ça, je me suis jamais blessé. Je touche du bois, ma grosse tête dure, mais je dirais, se tordre la cheville, ça fait un peu partie du game, surtout que j'adore dévaler les descentes, en tout cas à une vitesse qui pour moi a l'air extraordinaire. Ce que dit la science, les recherches sur la prévention des entorses de cheville montrent que les exercices de proprioception, l'entraînement du sens de la position du pied dans l'espace réduisent significativement le risque de récidive. Des programmes d'équilibre sur surface instable, intégrés à raison de 15 minutes par semaine, produisent des améliorations mesurables en 6 à 8 semaines. Dans le premier gag, qui n'est pas forcément marrant, que je faisais au départ, je disais justement, je partageais mon expérience de multiples torsions de cheville lors de mes descentes en trail, etc. Mais ça tient très certainement aussi au fait que je réalise des exercices de renforcement très souvent après mes sorties en endurance fondamentale. Comme je le disais un peu avant, à raison de 10 à 20 minutes en fonction du type d'entraînement. J'ai un step à la maison, j'ai un medicine ball, j'ai des poids qui me permettent de réaliser soit des entraînements au poids du corps, soit des entraînements avec des charges légères, et j'ai également de quoi réaliser des exercices afin de déstabiliser un peu le corps pour travailler cette fameuse proprioception. Si t'as pas ce genre de matériel là chez toi, essaye déjà de te brosser les dents sur un pied. Seulement sur un pied. C'est assez amusant ou à nouveau frustrant parce que les premières fois, franchement, c'est clairement pas évident. Ou alors, dans ton salon, de te tenir sur un pied en fermant les yeux, en équilibre. Un autre exercice que tu pourrais aussi tenter, c'est d'essayer de dessiner des lettres avec le pied en l'air. Ça mobilise toutes les amplitudes. Tu peux effectuer aussi des sauts latéraux sur une ligne. Ça améliore la réactivité de stabilisation. Attention au nombre de sauts que tu réalises à augmenter progressivement. Et sur le terrain, tu ralentis volontairement en descente technique plutôt que d'essayer de tenir à grande vitesse. On passe à la question de Nico Run Trail & Co. Quelle est la plus-value des plaques carbone sur un ultra trail? Aucune. D'abord, la science. Les études sur les chaussures à plaques carbone montrent des bénéfices clairs sur route. Réduction du coût métabolique estimée entre 2 et 4% selon des revues systématiques. En contexte d'ultra trail, le tableau se nuance. Une étude publiée dans le Journal of Sports Health Science montre que ces chaussures sont moins efficaces en montée qu'en descente. La géométrie de la plaque est conçue pour les surfaces planes. La durabilité de la mousse, au-delà de 4 à 6 heures d'effort, reste aussi une question ouverte dans la littérature. J'ai aucun exemple à te citer de chaussures à plaque carbone pour le trail, parce que j'ai énormément de peine à m'imaginer qu'est-ce que ça pourrait m'apporter dans un trail. Déjà sur route, je suis pas forcément la personne la plus fan de chaussures à plaque carbone, parce que déjà, dans un premier temps, je trouve que ça coûte cher. Ça coûte plus cher pour pas grand-chose. 2 à 4% de coût métabolique, ou en tout cas d'économie à mon niveau de coureur amateur, je me dis que je préfère plutôt essayer d'aller mieux m'entraîner, déjà, dans un premier temps. Et j'ai aussi peur de l'instabilité qu'auraient mes pieds. Je suis pronateur, j'ai une certaine pronation du pied gauche. J'ai aussi peur, au niveau musculaire, que les chaussures à plaque carbone, elles engendrent plus de dégâts qu'autre chose, pour finalement quelques secondes de temps de gagner sur un chrono. Si un jour je me dis ok, je vais aller chercher pour descendre à une barre fatidique des 37, 36,
Je suis pas en dessous des 40, mais rêvons grand, pourquoi pas. Si un jour je me dis, j'aimerais bien descendre vraiment, vraiment plus bas, pourquoi pas tester des chaussures à plat carbone si finalement je me dis qu'au niveau de l'entraînement, je suis assez satisfait de tout ce que j'aurais fait autour. Et un dernier conseil, si tu veux, malgré tout, tester les chaussures à plat carbone dans un trail, ne le fais pas le jour de la course, parce que là, c'est la porte ouverte à tous les malheurs possibles. Passons maintenant au bloc numéro 5, la vie de coureur. Avec une question de I. Cassandra. Comment tenir son programme d'entraînement malgré les règles? Comment gérer ça sur les longues distances? Une revue systématique publiée en 2025 montre que les phases menstruelles et prémenstruelles influencent les capacités aérobies et anaérobiques, la perception de l'effort et les dommages musculaires. En phase folliculaire, soit après les règles, les niveaux d'œstrogène favorisent la récupération et l'adaptation à l'entraînement. C'est généralement la meilleure fenêtre pour les séances intenses. En phase lutéale, après l'ovulation, la fatigue perçue est souvent plus haute et la thermorégulation moins efficace. Dans la pratique, je ne vais pas pouvoir te dire grand-chose de plus, je suis désolé Cassandra. En revanche, je peux t'orienter vers l'épisode que j'ai enregistré avec Amélie Berchi, je le mettrai en description. Et le thème, c'était cycle menstruel et cycle d'entraînement, et si les deux étaient compatibles. J'espère que tu trouveras les réponses, en tout cas des pistes de réponses dans cet épisode, et sinon, je t'invite à prendre contact avec Amélie Berchi, je suis certain qu'elle sera ravie de répondre à tes questions. On passe maintenant à une question de Loric Buclin Trail. Comment faire face à un sold-out de course de plus en plus tôt, ainsi qu'au tirage au sort hasardeux de plus en plus répandu? Alors là, il n'y a pas de science. Ça va être que du subjectif à 100%. Parce que je suis certain que parmi les personnes qui m'écoutent, on est un grand nombre à s'être retrouvés sur un site d'inscription, prêts à rentrer nos coordonnées, et on voit sold out. C'est un sentiment de frustration qui est immense. C'est un truc de dingue, et force est de constater effectivement que ça arrive de plus en plus sur certaines courses. Pour pallier à ça, et les organisateurs qui mettent en place des systèmes de tirage au sort, forcément ça fait des frustrés. À mon avis, c'est pas la bonne solution. Il y a les organisateurs qui, comme Cardinal cette année, ils ont innové, plutôt que de faire en sorte que les gens ils s'inscrivent sur une liste d'attente et ensuite ils sont tirés au sort et ils peuvent s'inscrire. D'ailleurs, je les remercie d'avoir cessé ce genre de système-là. Les personnes qui souhaitent avoir un dossard s'inscrivent un jour défini, pendant une temporalité définie, et ensuite il y a un tirage au sort, et par la suite, les personnes qui ont un dossard reçoivent une confirmation d'inscription. Je dis pas que ça règle le problème du sold out, mais au moins, ça évite de passer une demi-journée de travail à essayer de s'inscrire à une course pour se retrouver bec de gaz sans dossard. Il y a plusieurs alternatives. La plus simple, je sais, c'est facile à dire, c'est de s'orienter sur des courses moins cotées, je dirais en tout cas moins recherchées. Les courses locales, elles sont souvent plus accessibles, tout autant exigeantes, et la communauté est plus proche. Je pense et je trouve qu'il y a un esprit qui est quand même différent si vous participez à une course à quelques kilomètres de chez vous. Déjà, votre empreinte carbone, c'est pas du tout la même que si vous traversez la planète pour y aller. Attention, je ne juge personne, je parle d'un contexte précis de celui du sold out où j'essaye de vous consoler parce que vous n'avez pas eu de dossard. Donc, pas de flagellation, s'il vous plaît. Ce qu'on peut faire aussi en amont, c'est qu'on se rend compte que ces courses, elles sont sold out hyper tôt. Donc, c'est de définir un calendrier des courses suffisamment tôt dans l'année pour savoir quelles sont les top priorités de l'année, les top courses auxquelles on veut s'inscrire et de toujours avoir une course de backup. Il y a souvent des courses qui ont lieu le même week-end, donc je dirais, s'il y en a une que vous voulez absolument, c'est peut-être l'occasion de miser sur la seconde, qui est peut-être un peu moins cotée, mais vous vous rendrez compte que les paysages sont à couper le souffle, vous allez faire des rencontres qui sont fantastiques, vous allez vivre quelque chose qui est peut-être davantage authentique, parce qu'il porte l'empreinte et l'âme des personnes locales qui auront aidé à la construire.
Il y a quelque chose que je profite de nouveau de dénoncer à cette occasion-là. Merci de ta question, Laurie, que ça me permet encore de le répéter. C'est que on se rend compte qu'il y a un système d'offres et de demandes qui est en train de se mettre en place sur les systèmes d'inscription des courses. Et on commence à voir, pour des courses à plus ou moins même distance, même dénivelé, des différences qui sont juste inexplicables. C'est là, je dirais, toute l'économie de marché dans sa plus pure expression, et je trouve ça juste détestable de facturer des centaines de francs pour quelques kilomètres en montagne, simplement parce qu'on sait que on va vendre ces dossards, et parce que on va un peu miser aussi sur le fait que les gens ils ont absolument envie d'en être, donc ils vont pas prendre le risque de ne pas acheter le dossard au prix qui est proposé. Parenthèse refermée. On passe aux questions de Panamé01 et de Stanella08 qui sont un peu similaires. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite débuter la course à pied ? La deuxième, quels objectifs se fixer quand on aimerait débuter ? La réponse facile aux deux questions, c'est abonnez-vous et écoutez les épisodes du podcast Au-delà du mur. Bang! En termes de science, la recherche sur l'adhérence à l'activité physique, elle montre que les objectifs basés sur la progression personnelle sont significativement plus efficaces pour maintenir la motivation sur le long terme que ceux basés sur la performance ou la comparaison aux autres. Chez les débutants, les programmes progressifs de type marche-course réduisent de près de 80%, 80%, le risque de blessure par rapport à une reprise directe en course continue. C'est beau la science. Je vais le reformuler avec mes mots, parce que là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important. Là, on parle, dès le départ, de la partie source de motivation. Je me rappelle encore de l'épisode numéro 18, comment trouver une source de motivation qui dure toute la vie. C'est l'épisode de la renaissance du podcast. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais si je le raconte plusieurs fois, c'est que c'est certainement la vérité. C'est un épisode où finalement je parle des différentes sources de motivation, et puis on se rend compte que les sources de motivation intrinsèques, donc liées exclusivement à nous-mêmes, à l'interne, sont beaucoup plus fortes que les sources de motivation externes. Si on court pour impressionner quelqu'un, pour je ne sais pas trop quoi, gagner un pari, etc., les chances d'abandonner quelques semaines après, voire quelques mois après les débuts, sont relativement grandes. Donc la question principale, je dirais, c'est pourquoi est-ce que vous voulez commencer la course à pied ? Au-delà du fait que c'est quelque chose de super, parce que le jour où vous allez devoir vous lever à 5h du mat pour aller faire votre entraînement, si c'est juste la course à pied, c'est super qui vous motive, si ça vous permet de vous lever, tant mieux. Franchement, je suis pas certain. Et ensuite, second point, ça dépend aussi du niveau ou de votre historique dans la course à pied lorsque vous débutez ou lorsque vous recommencez. Si vous êtes un débutant pur, alterner marche-course, c'est la meilleure alternative pour éviter déjà, dans un premier temps, de ne pas se dégoûter, et deux, de ne pas se blesser. Si on structure ça sur un conseil qui est actionnable, l'objectif numéro 1, se dire, allez, sortir 3 fois dans la semaine. Peu importe la distance. Peu importe le chrono, pas de kilomètres. Ensuite, se fixer un programme de marche-course. Sur 8 semaines, le plus sûr pour démarrer sans se blesser. Ensuite, ta récompense. Une paire de chaussures adaptées à ta foulée. Va chez un spécialiste plutôt qu'acheter en ligne au hasard les godasses hyper flashy qui reviennent systématiquement sur ton mur Instagram. Le dernier point, définis-toi un objectif concret mais doux. Une course locale dans 3 mois, ça évite le sold out. Pas un marathon dans 6 semaines. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. À toi de décider si tu as envie de miser sur la chance, sur tes débuts dans la course à pied. Voilà les amis, 13 questions, des vraies réponses, j'espère, et pas de poudre aux yeux. Si ta question était dans cet épisode, j'espère que tu as eu quelque chose d'utile à emporter. Si elle n'y était pas, ça veut pas dire qu'elle était pas bonne. Il y en avait 20, j'ai dû choisir. Et certaines reviennent dans les prochains épisodes.
Voilà le moment peut-être que vous attendiez toutes et tous, en tout cas ceux qui ont participé au concours sur Instagram. Je rappelle le contexte. Pour participer au tirage au sort qui accompagne cet épisode, il fallait remplir 3 conditions. Poser une question en commentaire du post Instagram, s'abonner à mon compte, Podcast Au-delà du mur, et s'abonner au compte des partenaires de cet épisode, Trilogy Sport Run et Coros Switzerland. Chaque question posée valait une participation. Que la question ait été retenue dans l'épisode ou pas, ça n'avait aucune influence sur le tirage. Le tirage était intégralement aléatoire. J'utilise une application App Sorteos parmi toutes les personnes qui avaient rempli ces 3 conditions. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de participer. C'est vous qui avez rendu cet épisode possible. Les gagnants sont le bon running coach pour un abonnement de 3 mois bronze est gagné par Caro Ruche. Félicitations, je vais t'envoyer par DM les informations pour pouvoir convertir ton cadeau. On passe au deuxième lot qui était une paire de chaussures avec une analyse de foulée offerte par le magasin Trilogy Sport à Belfaux. La personne qui remporte cette paire de chaussures avec analyse de la foulée, c'est Clément Lenné. Félicitations Clément. Je vais t'envoyer un message avec les instructions pour aller récupérer ta paire de chaussures. Je te souhaite un super run. Et maintenant, le tirage au sort de la pièce maîtresse de cet épisode. Une montre Coros Pace 4 dans un design qui est sorti il n'y a que quelques jours, donc c'est une montre exclusive. La personne qui remporte cette montre Coros Pace 4, c'est Lorenza 1630. Félicitations à toi. Je vais t'envoyer un DM afin de pouvoir avoir tes coordonnées pour pouvoir t'envoyer cette montre par la poste. Si t'as pas gagné cette fois, il y en aura d'autres, promis. Et rien que le fait de participer et de poser une question, ça compte. Pour moi et pour les épisodes. Je remercie le magasin Trilogy Sport et particulièrement David à Belfaux pour la paire de chaussures et Coros Suisse d'avoir rendu ce concours possible. Leur soutien, c'est ce qui permet à un épisode comme celui-ci d'exister. J'ai vraiment adoré réaliser cet épisode. Certaines de vos questions ont quand même mis passablement de nœuds au cerveau. D'ailleurs, je vais aller me coucher tellement je suis éclaté. Mais j'ai adoré cet exercice-là. Et pour la petite histoire, c'est seulement la 2e FAQ que je réalise depuis la création du podcast, c'est-à-dire en 2021. Donc cet exercice va se réaliser de manière plus régulière. C'est aussi l'occasion pour moi de vous récompenser pour votre fidélité, votre participation active et votre soutien. Donc c'est un exercice qui est appelé à se répéter et promis, je reviens très bientôt avec de nouveaux cadeaux et de nouvelles surprises. Mais avant de vous laisser, je fais mon petit appel à l'action finale. Je vous appelle et je vous encourage très fortement, si cet épisode vous a plu, de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. J'ai même une chaîne YouTube où je propose des contenus exclusifs spécifiquement pour YouTube. Notez cet épisode et le podcast avec un avis 5 étoiles si cet épisode vous a aidé. Et je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram Podcast Au-delà du mur pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt, où que vous soyez. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi, une belle soirée, une belle journée, une douce nuit et une bonne course. Allez, à très vite. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.